Je suis une fille métisse et comme mon père me l'a toujours dit, je suis blanche comme le café et noire comme le lait. La partie de moi qui est café, je la tiens du côté de mon père. Et si on remonte un peu plus loin, c'est de ma mamie que je le tiens. Ma mamie Marie, aussi appelée Maman Marie par tout son entourage. De ce que je sais de ma mamie a vécu toute sa jeunesse au Congo. C'est là-bas qu'elle y a fait son éducation, puis sa formation de monitrice pour enseigner le CP et le CE1 au Congo. C'est aussi là-bas au Congo, dans la ville de Pointe-Noire, que ma mamie, très croyante, rencontre mon papy Guillaume, lors d'une fête entre jeunes du groupe de l'église. Et donc, lorsque ma mamie a 20 ans, après une rencontre et plusieurs échanges, ils finissent par se marier. Et le 6 février 1966, ils accueillent leur premier enfant, Tata Edith. Donc après, papy Guillaume, je l'appelle papy, mais en fait, c'est assez bizarre de l'appeler ainsi parce que je ne l'ai jamais connu. La seule fois où je l'ai vu, c'est quand j'avais 12 ans. Un jour, je rentre des cours, je croise mon père sur le chemin et il me dit « Papy est là, à la maison ». Alors, mon papy du Congo à la maison. Donc j'ai été surprise, contente, mais aussi intimidée parce que mon grand-père, c'était un étranger en fait. Donc il est resté 1 heure accompagné de demi-frères de mon père dont j'ignorais l'existence. Puis il est reparti et j'ai jamais revu mon papy du Congo. Et donc en 1967, en fait, mon grand-père reçoit une bourse d'études qui lui permet d'étudier aux Beaux-Arts à Nantes. Et c'est pourquoi ma grand-mère et mon grand-père emménagent à Nantes dans un premier temps, puis ensuite emménagent à Montfermeil où ma grand-mère obtient un métier d'éducatrice spécialisée. Puis ensuite ils déménagent à Vitry, puis à Sevran. Et entre-temps, d'autres de leurs enfants viennent au monde, donc tonton Yvon, tata Gigi, tata Daniel, tata Emilienne, mon père David, et par la suite, tonton Julien vient au monde un peu plus tard. Seulement, en fait, dès le début, dès leur arrivée en France, mon grand-père est un homme très peu présent pour ma grand-mère dans le quotidien. Puis, quand mon père et dans le ventre de ma grand-mère, mon papy est emprunt à plusieurs allers-retours entre le Congo et la France qui le rendent encore moins présent. Et quand mon père a 7 ans, en fait, mon grand-père disparaît puisqu'il il retourne au Congo et laisse ma grand-mère en France avec ses 7 enfants. Ma mamie, depuis que je suis petite, j'ai toujours vue comme une femme belle, une femme très belle et une femme surtout très forte. Que j'ai toujours admirée parce que elle a dû se débrouiller seule. Elle a dû élever ses enfants seule et je pense pas que ça soit un travail qui définit une personne dans son entièreté, mais en tout cas, je pense que ça reste quand même le travail d'une vie et c'est un travail qui a été réussi et dont elle peut être fière. Quand on était jeune, on allait à l'école. Et les jeudis, quand on n'avait pas de classe, on allait au champ. On cultivait les champs de manioc, des arachides, des maïs. Et puis il y avait aussi des gens qui cultivaient des champs de canne à sucre. Tout se passait dans les champs, en fait, dans les champs là-bas. Dans les champs. Mais comme c'était en ville, à Dolisie, c'était loin de la ville. C'était loin de la ville. Et moi, je trouve que c'est l'un des bons moments de ma vie, quoi. Et il y a un cours d'eau qu'on appelle Lubomo, qui a donné même son nom entre-temps à cette ville-là, Lubomo. Il y avait le petit Lubomo et le grand Lubomo. Et surtout au retour, nous les jeunes, on s'amusait, tu sais. Quand on revenait, on avait toujours des poids, des cuvettes sur la tête. Où on avait des fois des maniocs, ou des fois on amenait les arachides, tu vois, qu'on avait récoltés. Ou des fois des champignons. Ce que j'aimais bien, c'est qu'on venait. Quand les jeunes marchent plus vite, nous on marchait plus vite. Avec nos charges, on courait, les mamans, tu sais, pendant qu'ils traînaient avec leur rhumatisme, l'arthrose, marchaient tout doucement. Nous, on arrivait plus vite là. À la rivière, on déposait nos fardeaux et on se baignait. La belle vie. Oui, c'était la belle vie, je te dis. On se baignait.
1 heure après, les mamans arrivaient, quoi. Et nous, on se baignait. Et quand on se baignait dans l'eau, tu vois, on jouait même à faire le tam-tam, là. L'eau, on jouait avec l'eau, là, à faire le tam-tam, tout. On était, entre nous, les jeunes filles, on était là, tu vois. Tout. Mais vraiment, ça faisait le tam-tam avec l'eau, tu vois. On passait notre temps à faire dans l'eau, danser. Et après, quand il y avait le soleil, on sortait. Là, je suis partie rendre visite à ma mamie dans son appartement à Sevran où elle a élevé ses 7 enfants. Au début, quand il était là, lui, il ne travaillait pas. Hein. C'est Marie qui travaillait. Lui, il n'a jamais travaillé en France ici. Hein. Il faisait juste sa formation. Il avait fini sa formation quand même. Il n'allait pas faire toute sa vie sa formation. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Hein. Donc, tu travaillais toute seule? Ah, oui, comme il m'avait dit une fois, j'ai dit, mais si tu avais épousé notre femme, qu'est-ce que tu allais faire? Il m'avait dit, mais quand tu as une femme qui fait tout, donc il ne travaillait pas, c'est moi qui travaillais. Je les accompagnais à l'école et puis, comme toutes les mamans seules. Hein. J'allais faire mes courses, et puis, comme je travaillais, j'avais mon argent. Lui, il était là comme il n'était pas là. Hein. C'est moi qui faisais la cuisine quand je rentrais. C'est moi qui faisais la cuisine quand je rentrais. Je faisais la cuisine, je faisais tout ça là. Lui, c'était le pire Africain là qui disent qu'il ne touchait rien. Qui attendait que... Déjà, lui, c'est un fils unique, gâté par ses parents. Il avait des fois, je crois qu'il était déjà décédé. C'est ce qu'on m'a dit, hein, ce que j'ai compris. Hein. Donc ce fils-là, il était gâté. Tu vois, quand tu es fils unique, gâté et tout, tu comprends pas. Hein. C'est le fils chouchou des parents. Hein. J'ai aussi décidé d'interroger mes tantes et mon père pour connaître leur regard d'enfant à cette période. Tu étais vraiment absent. Hein. Quand je te parlais, je mettais le mot d'abandon, c'est qu'il était absent. C'est-à-dire, maman Marie a géré l'éducation, la scolarité, les frais à tous les niveaux. Elle a été, pour le coup, une mère monoparentale, quoi. Une famille monoparentale telle qu'on le définit. Elle a été amenée à élever ses enfants seule. Mais quand je dis seule, c'est toute seule. Et on devait peut-être que 3 ou 4 enfants, je ne sais même pas si ta Dani était déjà là, mais je me souviens qu'il y a une période où quand mamie a fait ses études d'éducatrice, elle avait un boulot à mi-temps. Après, le reste du temps, elle faisait ses études. Et après, le soir, elle s'occupait de nous. Tu vois, le soir, elle devait rentrer, faire à manger, s'occuper de ses enfants, tout ça. Et je vois pas ce que papy faisait là-dedans. Tu vois, je vois pas. Ouais, à partir de mes 5 ans, peut-être 5 ans, 6 ans, il était déjà retourné au Congo, il revenait que de temps en temps, je pense. Et puis, mais par contre, j'ai des souvenirs quand papy qui revenait de temps en temps. C'est papy, il faisait rien en fait. Pour moi, il faisait rien. Jusqu'à comme il revenait du Congo, par exemple, il adorait les pommes. Et nous, on adore les fruits aussi. Pour ça, moi, je me rappelle qu'il a acheté ces pommes rouges comme ça, mais qu'il voulait même pas donner un petit morceau. Même pas un petit morceau. Et ça, je me rappelle, je me disais, mais quoi c'est notre père quand il veut nous donner un petit morceau. Toi, j'ai des souvenirs comme ça, bêtes. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas tenu Je pense que c'est peut-être d'une part le fait que ma mère ait tenu tête. Déjà, je resitue, on est dans les années 70. Le rapport homme-femme est quand même pas le même, il n'est pas très égalitaire en fait. Et donc ma mère s'oppose quand même à la décision du père, du mari. La décision c'était de repartir au Congo. La décision étant de repartir au Congo. Et au lieu de suivre la décision de son mari, elle suit la décision familiale.
Donc ça déjà c'est un affront en fait, voilà, c'est une claque, etc. Et donc ça signe un premier désaccord en fait, ça vient mettre une forme de désaccord dans le projet du couple. C'est peut-être lié aussi à une époque, moi je ne sais pas quels étaient les enjeux pour lui au niveau professionnel, s'il nous avait ramenés au Congo, ou si même, enfin... Est-ce qu'il s'en sentait capable en fait? Moi je me suis toujours posé la question, Est-ce que dans le fond il se sentait capable d'élever des enfants? En fait c'est ça. En fait élever des enfants, il faut repartir du point A, c'est je décide d'avoir des enfants mais pas tout seul dans mon coin, en couple, avec quelqu'un. Homme ou femme, homme ou femme, homme ou femme, ou homme et femme. C'est de décider, c'est une décision que tu prends. Généralement pas tout seul, après tu as des gens qui adoptent tout seul. C'est une décision de couple. Dès lors où il n'y a plus la notion de couple, c'est est-ce que je suis en capacité seule d'assumer ça? Moi, je pense que mon père était dans cette configuration. Que peut-être qu'il s'est dit, je ne m'en sens pas capable. Ou alors, moi j'ai mes projets, en plus il voyageait, je te rappelle à l'époque, ce qu'il aurait fait à sa place, peut-être qu'il en était conscient, ça. Le fait de travailler pour le ministère de la Culture congolais, tantôt il allait là, tantôt là, enfin il y avait ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. Voyager dans d'autres pays que les pays européens, peut-être en Russie, peut-être, mais voilà. Et peut-être que ces enfants, nous en l'occurrence, on aurait freiné ces projets. Peut-être que c'est ça, mais pour mon père, je pense qu'il ne se sentait pas en capacité. Deux fois, c'était dur, financièrement. Quand tu étais toute seule. Oui, même depuis Vitry, deux fois, il y a des Noëls. Bon, c'est les grands qui disaient, maman, achète seulement des cadeaux à David et Julien. Nous, tu nous prends un jeu de société, c'est bon. Tu vois? Tu prends au moins, tu vois, c'est comme tu vous dirais à papa, tu prends seulement quelque chose à mailler les petites, un cadeau, tu vois. Et le moment, c'était difficile. À la fin du mois, des fois, c'est difficile. À Vitry, j'allais voir la gardienne qui me prêtait un peu de sous. Je lui payais à la fin du mois. Ou je prenais un acompte. Quand j'avais rien tout de suite, je disais, demain, je vous donne l'argent. J'allais demander un acompte au travail, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais je ne me rappelle plus, mais moi je vois qu'il n'y a que le bon côté qui domine. Des fois, c'est eux qui me rappellent. Ils disent, maman, tu te rappelles. Mais eux, ils ne voyaient pas grand-chose. Et parfois, il y a des huissiers de justice qui venaient à la maison, des huissiers qui venaient, qui avaient des dettes à payer. Je me souviens aussi, il y avait des fois où le courant était coupé, parce qu'à l'époque, on ne payait pas, on coupait le courant. C'est un coup, tac, plus de lumière. Et c'est marrant parce que dans ces moments-là, comme quoi l'enfant arrive à prendre des choses tristes et les retourne. C'est le monde de l'enfant. La vie est belle. Oui. Ben, c'est vrai que les enfants, en fait, on a parfois la capacité à rendre les choses féeriques. On voit les choses de manière féerique. Et nous, on n'avait plus de courant. Ouais, chouette, on prenait des bougies. Donc, on s'éclairait à la bougie. Donc, c'était un peu du quotidien, toi. Donc, on était là avec des bougies. Et pour se laver, comme c'était avec l'électricité, l'eau chaude, donc on avait la gazinière, donc on chauffait dans des grosses casseroles l'eau chaude, en plus un baignoire, et on se lavait comme ça. Donc c'était un peu comme c'était des aventures. Alors je pense qu'à ce même moment, toi, comme quoi, donc c'était un décalage, comme quoi maman elle ne montrait pas ses difficultés, c'est qu'elle disait mince, la coupure, galère, je n'ai pas d'électricité, je ne sais pas comment je vais faire. Et nous, les enfants, ouais, chouette, c'est la fête, tu vois. Donc, c'était vraiment... donc, elle a vécu pas mal de choses qu'elle ne montrait pas. Donc, elle a un moment très, très difficile. Mais elle arrivait à faire face, finalement. J'aurais arrivé à faire face. On est arrivé à nous éduquer. Aucun de nous n'est passé dans la délinquance, alors que ça aurait pu être ça. On était quand même dans des quartiers où c'était assez compliqué. Et j'ai des copains qui, mon primaire, ça allait. Au collège, ça commençait un peu à... Quelques-uns qui commençaient à devenir un peu délinquants. Après d'autres qui ne passaient même pas au lycée. Et j'ai des copains qui sont allés en prison pour diverses raisons. Et je me suis dit, mais pourquoi moi non et pas eux? Après, je peux dire j'ai une mère extraordinaire, mais ça veut dire quoi? Que leurs mères ne sont pas extraordinaires? Non, je sais pas, ça joue un peu, mais on a aussi de la chance. Mais en tout cas, c'est vrai que la chance fait que l'éducation de notre mère est restée autour de nous et nous a préservé pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on fréquentait aussi d'autres milieux sociaux, culturels. Et je voyais les différences, que ces milieux-là, ils avaient droit à pas mal de choses que nous, on n'avait pas. Et je dis, c'est de là peut naître aussi une colère. Et cette colère,
elle peut se transformer en délinquance. Parce que tu sais que les délinquants sont des gens qui sont en colère, qui vivent une injustice qu'ils ne peuvent pas forcément décrire, mais qui le ressentent plus fortement. Et ça, c'est l'une des raisons, et c'est pas pour les excuser non plus, mais c'est ce qui explique, et il les fait entrer dans la marge. Et moi, cette colère, je l'ai mise en énergie pour entrer d'abord dans l'associatif, et après ça, je suis rentré en politique. Maman, donc elle est elle achetait beaucoup en gros. Ouais. Parce que tu es quand même 6 enfants. Après, tonton Julien est arrivé, je dis 6 parce que tonton Julien est arrivé 10 ans après moi, donc il y avait 19 ans d'écart entre tonton Julien et tantine Edith, la première et le dernier. Et donc, maman, elle allait à Rungis, c'est le marché qui est en 94 où tous les magasins vont se fournir en gros. T'as les magasins qui font les marchés, ils vont se fournir là-bas. C'est vraiment un énorme marché pour les professionnels. Et à cette époque-là, il laissait aussi les particuliers. Maintenant, c'est plus possible. Et donc, maman a pris sa voiture, elle a acheté de la viande en gros. Et je me souviens, elle rentrait de Rungis, elle allait tôt, c'est très tôt le marché de Rungis, c'est à 4h50 le matin. Et quand elle rentrait, elle nous réveillait, et on devait l'aider à découper les viandes, à les mettre dans les sachets. C'est ce que j'ai fait quand je suis venue la voir aussi. Ouais. Et maman, elle faisait le ménage, elle faisait pas mal de choses, elle faisait à manger. Et à un moment aussi, il y avait le système pyramidal. Il y avait, donc on avait des tours de vaisselle, les grands. Après, moi aussi, quand j'ai eu l'âge, on avait chacun son tour de vaisselle pour alléger la tâche aussi de maman, parce qu'elle ne pouvait pas tout faire. Elle avait son travail. Elle avait son travail. En plus, elle travaillait comme éducatrice spécialisée avec des enfants handicapés, qui a un boulot avec beaucoup de tension et beaucoup de cris, Et c'est quand tu as des cris au travail, tu as des cris à la maison. C'est eux qui m'ont fait comprendre, mes enfants. Quand je suis arrivée, tu vois, je les engueulais et tout ça. Et puis une fois, ils m'attendaient tous. C'est Tata Edith qui a commencé. Elle dit, maman, tu peux nous écouter? Écoute, maman, nous, on n'est pas tes enfants du travail. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Tu viens, tu nous engueules, tu es en colère et tout ça. Allez. Ah, nous, on est tes enfants, maman. Après, je réfléchi, j'ai dit, oh, ils ont raison. C'est vrai, ils ont raison. Je lui ai dit, écoutez, les enfants, vous me laissez. Quand j'arrivais pendant une demi-heure, j'ai dit, vous me laissez tranquille. Quand ils arrivaient, bonjour maman, tout ça là, j'ai dit, vous me laissez tranquille. Je m'enfermais dans ma douche, je prenais un bain pendant une demi-heure. Je me douchais, je me donnais une demi-heure, tu vois, à rester tranquille. J'étais m'asseyais là dans l'eau, calme. Et quand je sortais, après je disais, venez. Alors, comment s'est passé Je regardais les cahiers, tu vois, je commençais à regarder les cahiers, comment s'est passée la journée. Ils me racontaient leurs histoires, tout ça là. Et après, quand on avait fini, allez, les douches, allez, manger, allez, dodo. Tu vois, c'est comme ça. Après, j'avais trouvé, sinon, il y a une période, j'arrivais pas. Heureusement, Edith m'avait dit, maman, mais nous, on est tes enfants, je ne sais pas comment c'est passé à ton travail, mais attends. C'était un vrai travail, mais qu'elle ne nous a jamais présenté comme un travail. Alors qu'elle mettait les mots en disant, mon travail, c'est de vous élever. Tu vois, votre travail, c'est de travailler à l'école. Donc elle disait, ça, c'est mon travail. Mais dans le mot travail, tu vois, il y a aussi l'effort. Quelquefois, il y a aussi la souffrance. Tu vois, il y a des fois, il y a aussi peut-être de sacrifier des choses. Et ça, ce côté-là, mamie, elle ne l'a jamais montré. Elle ne l'a jamais montré tout ça, tu vois. Donc oui, c'est un travail, mais c'est un travail pour elle. Je suis féministe de fait parce que pour moi, je dois tout à une femme, je dois même tout aux femmes, à mes sœurs aussi, parce que je considère que dans cette solidarité, dans cette éducation, moi j'ai eu des modèles de femmes qui agissaient. Donc j'ai pas eu de modèle de femmes traditionnelles ou qui étaient soumises à un homme. Donc j'ai pas ma mère et mes sœurs, même si c'était pas en couple, mais je voyais bien leurs idées. C'est pour moi la femme, j'ai jamais eu d'idée de femme plus faible que l'homme. Une femme, pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui est aussi forte qu'un homme, voire plus que mon milieu parental. C'est une mère qui est associée comme mon père. Donc pour moi, la femme, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et que les limites qu'on a aujourd'hui, c'est des limites de société, des limites politiques qui doivent sauter. Et on doit changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, on met la femme dans des situations où elles sont moins bien payées, elles sont plus soumises au travail partiel, elles sont plus soumises aux violences. Pas mal de choses, et moi je vous dis que ça c'est des problèmes de société qui peuvent être résolus politiquement, parce que à l'origine rien n'indique que la femme est plus faible que l'homme, et moi dans mon expérience de vie personnelle j'ai vu que la femme est aussi forte qu'un homme, elle peut même être plus forte qu'un homme, donc ce qu'elle a fait, mamie. Voilà, c'est par le ménage de ma mère, de mes sœurs,
et que même aussi, je regarde plus largement, mes tantes aussi, hein, mes tantes, ma grand-mère, la mère de maman. Donc au Congo, jusqu'à aujourd'hui, on peut être polygame. Mais quand tu te maries, tu choisis régime monogame ou polygame. Et ma grand-mère donc, était avec mon grand-père, et un jour mon grand-père il se marie avec une autre femme, et quand ma grand-mère elle a vu ça, elle a fait au revoir mon bonhomme, elle est partie. Et ça se faisait pas dans ces sociétés-là à cette époque-là. Et elle, ma grand-mère, elle a dit non, moi je ne serai pas la femme d'un polygame, donc elle est partie. Elle est partie, et ça c'est un truc qui peut être transgressif, qui montre déjà que cette femme-là, déjà la mère de maman, qui était une femme forte, qui allait dans le sens fort, qui allait contre les blocages, les verrous de la société. Elle s'est dit, moi, je ne vais pas m'imposer cette situation-là, donc je pars. Et c'est un truc qui ne se faisait pas à l'époque. Et ça, c'est des choses qui se transmettent comme ça, toi. Toi-même, tu n'as pas connu cette grand-mère, mais tu la connais. Parce que l'éducation que tu as reçue, en partie, qui vient de moi, eh bien, elle vient cette femme-là aussi. Tu vois, donc c'est des inconnus qui sont très proches de toi.